Voilà, nous sommes à 4 jours de la nouvelle année de 2021 et aujourd'hui on va remonter 400 ans dans le temps pour poursuivre notre compte à rebours. Il y a 400 ans, le point commun qui pouvait relier le Québec et la Suisse, les deux régions qui nous intéressent, eh bien c'est la famille de Habsbourg. Euh, Autour de 1620, en Europe, la famille de Habsbourg règne sur le Saint-Empire romain germanique, sur le royaume d'Espagne, avec qui a les Pays-Bas actuels aussi, le sud de l'Italie, le royaume de Naples, etc. Donc c'est une des familles très très présentes en Europe. Euh, on est en pleine guerre de 30 ans, qui a duré de 1618 à 1648. Ferdinand II de Habsbourg est aux prises à des révoltes protestantes qui viennent particulièrement de Bohême, de la région de Prague, un peu plus au nord de son royaume. Il a des difficultés avec le roi de Suède, qui est aussi un protestant. Et on a les Habsbourg qui sont très très catholiques, aussi bien installés en Espagne, donc qui cernent la France. La France, qui est aussi très important bien sûr dans cette histoire, la France vit en 1620 sous le règne de Louis XIII. Louis XIII vient de s'émanciper. Louis XIII est montré sur le trône en 1610 à la mort de son père qui était le roi Henri IV. Henri IV qui a été assassiné par un fanatique religieux, encore là le premier religion. Et au début de son règne, il a été sous la régence de sa mère, Marie de Médicis. Et sa mère a quelque part obligé, bien sûr Louis XIII avait 14 ans, de se marier avec une fille de son âge, la fille du roi Philippe II de Habsbourg, qui était roi d'Espagne, donc l'infante d'Espagne, Anne d'Autriche, qui était aussi archiduchesse d'Autriche, qui devient donc ainsi l'épouse du roi de France. On relie les deux grands royaumes, le royaume de France et la famille de Habsbourg, par ce mariage très important pour Marie de Médicis, mais ça ne va pas plaire beaucoup à Louis XIII, qui lui était plutôt en adoration de son père et qui a toujours eu des relations difficiles avec sa mère Marie de Médicis, à tel point que lorsqu'il s'émancipera à 16 ans, lorsqu'il devient majeur, c'était l'âge de la majorité pour les rois, simplement, c'est 21 ans pour les autres, mais lorsqu'il deviendra majeur, il va quelque part s'opposer à sa mère, qui va quitter ce qu'on appelait la cour, et qui va même monter une armée, puisqu'en 1620, on a la célèbre bataille du Pont de Clé, qui est la victoire de Louis XIII sur sa mère Marie de Médicis. Suite à cette bataille, arrivera la paix d'Angers, où là va émerger un personnage fondamental de l'histoire de cette époque. C'est le cardinal de Richelieu, qui va réussir à convaincre Marie de Médicis et surtout Louis XIII de faire la paix, à Louis XIII d'accorder le pardon à sa mère. Et Richelieu sera tellement convaincant que quelques années plus tard, il deviendra le principal conseiller de Louis XIII, son homme de confiance et surtout son chef de gouvernement. Parce que Richelieu et Louis XIII partageaient en commun un but commun, c'était la grandeur de la France. Et la grandeur de cette France passait aussi par les conquêtes euh, euh, étrangères, les conquêtes du Nouveau Monde. En 1620, Québec a 12 ans. Il y a 12 ans que Champlain est venu installer un comptoir marchand à Québec. Québec, en 1620, c'est 60 habitants. C'est un tout petit bourg, mais qui commence à prendre de la hauteur. Il commence à prendre de la hauteur symboliquement, mais aussi concrètement, puisque 1620, c'est la construction du premier fort Saint-Louis. En haut de la falaise, sur la terrasse du Frein, aujourd'hui, on quitte les bords du Saint-Laurent pour s'élever. On va construire le fort Saint-Louis qu'on nomme en honneur de Louis XIII. Voilà un premier lien avec Québec. Et quelques années plus tard, lorsque le premier arpenteur Jean Bourdon viendra cartographier et planifier la ville, sur la carte de 1640, on voit apparaître la rue Saint-Louis en l'honneur du roi Louis XIII et la rue Sainte-Anne. La rue Sainte-Anne qui part de Place d'Armes, donc un peu en bas du château Frontenac d'aujourd'hui, jusqu'au parc des Calèches sur la rue d'Auteuil. Cette rue Sainte-Anne est nommée en l'honneur de la reine Anne d'Autriche. Donc on voit que les Habsbourg ont une influence en ce moment-là à Québec. Mais bien sûr que les Habsbourg, c'est beaucoup plus lié à la Suisse. Pourquoi c'est lié à la Suisse? Parce que la dynastie de Habsbourg, je vous ai dit, elle est hyper importante en Europe. Au fait, elle va régner sur différentes parties de l'Europe
pendant plus de 1000 ans, puisqu'au fait ce sera 1001 ans, euh, euh, puisque tout commence avec Gontran, qui va être comte d'Alsace en 917, qui est le fondateur de la dynastie, qui va s'installer en Suisse un siècle plus tard avec Randolph, qui fondera le château familial qui se trouve aujourd'hui en Argovie actuelle en Suisse. On a une légende autour de ce château qui donne un petit peu le ton le nom aussi de Habsbourg, d'où il vient. Selon la légende, Randolph était dans la région de Vindonissa, qui était un ancien bourgade romaine, pardon, et il faisait de la chasse. Et durant les chasses, il faisait de la chasse qu'on appelait au faucon, le faucon qui servait à débusquer les animaux, et il aurait perdu son faucon, il le recherchait, il va dans une colline de la région, il y a une tour sur cette colline, et c'est là, près de cette tour, qu'il va découvrir son faucon, et il va trouver l'endroit tellement bien placé stratégiquement et tout, qu'il va décider d'y construire son château. Le Habichtburg, Habicht, c'est le château du faucon, si on traduit, si on passe de l'allemand au français, et Habichtburg aurait donné Habsbourg, le nom de la dynastie. Mais elle va, quelques années plus tard, c'est-à-dire 200 ans plus tard, 300 ans plus tard, les Waldstätten, les habitants des forêts de cette région, vont se révolter et chasser les Habsbourg et vont fonder la Confédération helvétique, les 3 premiers cantons suisses. Et c'est le début d'une relation très conflictuelle entre les Suisses et les Habsbourg. On retrouve cette relation conflictuelle en 1620, puisque la Confédération suisse est alors, c'est une confédération des 13 cantons. Elle est aussi secouée par des crises religieuses. Hein. La montée du protestantisme ne va pas être simple non plus en Suisse, et ces crises vont émerger en 1520. On a ce qu'on a appelé le massacre de Sacro Macello. Sacro Macello, si on traduit en français, c'est la Sainte Boucherie, pour vous dire que la chose a été... Hein, ça se passe en Valteline, dans les Grisons actuels. Donc la région est catholique, mais elle est dominée par les Ligues grises, qui donneront le canton des Grisons plus tard, mais les Ligues grises sont des alliés des Suisses à cette époque-là. Et les catholiques vont se révolter le 18 et 19 juillet 1620, et ils vont, pendant 2 jours, massacrer les protestants de la région. On va compter entre 600 et 700 morts selon les chiffres actuels. C'est une bataille qui a marqué fortement l'histoire de la région. Et puis l'histoire des Habsbourg avec la Suisse, ironiquement, la dynastie Habsbourg se termine aussi un petit peu en Suisse, puisque le dernier empereur, le dernier représentant des Habsbourg, c'est Charles Ier, qui était empereur d'Autriche, qui abdiquera en 1918 à la fin de la Première Guerre mondiale. Il mourra 4 ans plus tard au Portugal, mais son épouse, Zita de Bourbon-Parme, qui était la dernière impératrice d'Autriche, eh bien, mourra très tard, très âgée, en 1989 à Ziezers dans les Grisons en Suisse, et c'est là que s'éteindra. Mais ce n'est pas la seule impératrice d'Autriche qui est morte en Suisse. Vous connaissez tous, bien sûr, l'histoire de Sissi, l'impératrice qui, un siècle avant sa successisse, en 1898, elle va se faire assassiner à l'âge de 59 ans à Genève par un anarchiste italien. Alors voilà ces relations conflictuelles entre les Habsbourg et les Suisses, résumées rapidement. Pour terminer, un petit tour quand même en Valais dans ces années-là, donc 1620, on est en Valais, on a la République des 7 Disins, les 7 cantons, comme on appellerait aujourd'hui, et on est en pleine lutte entre les patriotes, c'est-à-dire les représentants de ces Disins, et l'évêque de Sion, qui détient également le pouvoir temporel. En 1620, l'évêque de Sion s'appelle Hildebrand Jost, qui a été évêque de Sion de 1613 à sa mort en 1638, et qui a dû, pour monter sur le trône épiscopal alors qu'il prenait la succession d'Adrien II de Riedmaten, passer un accord avec les patriotes, un conclusum, où
il renonce un petit peu à son pouvoir temporel. Ça prendra, son successeur peut renoncer définitivement à ce qu'on a appelé la Caroline, parce que la légende dit que le pouvoir temporel des évêques de Sion a été donné par l'empereur Charlemagne. Donc, Indomantios est l'évêque de Sion, et il a face à lui, durant cette période, un autre personnage marquant de l'histoire valaisanne, c'est Michel Mageran. Michel Mageran, qui est un notaire de l'Oèche, qui vient d'une famille protestante, mais qui va, durant ces années-là, se convertir au catholicisme pour avoir accès aux hautes sphères, parce qu'il faut savoir que le Valais, en 1604, a dû voter, la Diète a voté pour savoir si le canton allait être catholique ou protestant. Et à quelques voix près, ça s'est joué de manière assez serrée. C'est le catholicisme qui l'a emporté. Et il fallait que les protestants se soumettent, en tout cas pour avoir accès aux hautes charges de l'État. Au départ, on voulait chasser les protestants. C'est ce qui a été voté formellement, mais ça n'a jamais vraiment été entré en vigueur parce qu'ils avaient des rôles à jouer dans la société qui étaient un tout petit peu trop importants. Mais toujours est-il que Michel Mageran, il aura différentes charges. Il va devenir grand baillif, et ce sera lui qui va finalement faire renoncer à la Caroline. Il va aussi avoir une fortune considérable pour diverses bonnes et mauvaises raisons. Entre autres, il va être détenteur du premier monopole du sel qu'on aura en Valais, mais il aura aussi usurpé quelques possessions de certains de ses rivaux qu'il a fait condamner par l'État, ce qui est un peu moins drôle. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon d'il y a 400 ans, où on voit que la famille de Habsbourg est vraiment un lien qu'on peut trouver entre le Québec et le Valais, une famille qui a marqué l'histoire particulièrement de l'Europe. Alors je vous donne rendez-vous demain pour un autre épisode, une autre montée dans le temps. On se rapproche de la nouvelle année. On va être à 300 ans du décompte.